Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Cerebro et aujourd'hui je reçois un invité assez populaire sur les réseaux sociaux qui s'appelle H Coaching et je le reçois autour d'un sujet important, c'est la santé mentale. Bonjour H Coaching. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alors, je vais te demander d'être le plus naturel possible et le plus franc possible aussi. Okay. Alors, en préambule, je te présente le sujet de l'émission, c'est dépression, anxiété, chronique, troubles bipolaires, phobie, pensée suicidaire. Cette situation n'a fait que grimper avec le Covid. En France, une personne sur 5 souffre de troubles mentaux, ce qui représente 13 millions de Français. Bien qu'ils soient très fréquents, les troubles psychiques sont très souvent stigmatisés, ce qui empêche certaines personnes de se soigner. H Coaching, allons droit au but. Dans quelle catégorie de malades mentaux te situes-tu ? J'ai une maladie incurable. Je suis trop pragmatique. C'est-à-dire ? Trop terre-à-terre, trop cartésien, trop en phase avec la vérité, en phase avec l'objectivité. Et c'est une maladie à l'heure actuelle. Pour ma part, quand je t'observe, j'ai l'impression que tu as besoin aussi Il y a un côté perfectionniste chez toi. Ouais. Et ce côté-là, est-ce que chez toi, il développait une certaine forme d'anxiété ? Ah ben bien sûr. Évidemment, ça m'a coûté quand même 2 divorces. Il y a un truc que mon cerveau fait de manière naturelle. J'analyse, sans le vouloir, la gestuelle des gens, les mots les uns superposés aux autres, et ça fait une équation. Et mon cerveau décrypte ça avec une forme de logique et qui révèle une intention. Et je suis toujours contre mon gré avec ce genre de problématique qui relève donc du coup de la sincérité des gens et de l'honnêteté des gens à travers les mots. C'est très problématique. Il n'y a pas longtemps, on m'a parlé de certains termes qui ont existé. HPI, HPE. Voilà, machin, etc., etc. Bon. C'est la surefficience mentale, etc. Bah après, je veux pas dire que j'en suis un, mais ce que je te dis, c'est que ça, c'est très difficile à vivre. À gérer. Non, à gérer, non, parce que ça demande aucun effort, c'est naturel. Toi, tu te décris comme étant quelqu'un d'hypersensible. C'est des mots qui ont une connotation un petit peu négative sur le plan que quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un de fragile. Complètement, alors que pas du tout. Ouais. C'est pas de la fragilité, hein. Hypersensibilité, pour moi, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. C'est une faculté que tu ne maîtrises pas, tu nais avec, tu l'encadres à travers ton expérience de vie. Est-ce que toi, par rapport à ton parcours de vie, cette hypersensibilité-là, elle aurait pu être révélée par des conditions, un environnement, une précarité? Moi, je l'ai eu, j'ai dit inné, ça, cette hypersensibilité. Et après, l'environnement est venu, donc, à un moment donné de ma vie, me faire souffrir sur les événements de ma vie. Mais ensuite, cette souffrance alliée avec ma religion, ma spiritualité, mon mindset et tout, j'en ai fait justement une force par la suite. Le fait que tu aies cette hypersensibilité-là, est-ce que tu n'anticipes pas un peu trop, justement, les réactions des autres par rapport à un biais de jugement, un biais de déduction? Tu t'es parfois trompé, parfois. Tu peux pas être, c'est pas infaillible ton système. Non, il est pas infaillible. Voilà. Pas du tout. Donc, voilà. Pas infaillible. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je me protège maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, j'essaie de pas croiser les regards. Tu limites les interactions. Je limite énormément les interactions au point même, quand je sors, j'ai acheté des lunettes Meta, Ray-Ban Meta. Ok. Où dès que je sens qu'il y a une situation un peu conflictuelle, je filme. Pour protéger, pour te prémunir, voilà, voilà. Bah, très bien, c'est intéressant. Donc, tu te situes sur quel plan? Surefficient, déficient, toqué? Surefficient et toqué, peut-être, ouais. Les deux. Ok, très bien. On m'a parlé d'une phobie. J'ai cru comprendre que tu avais une phobie des pigeons. Et que, justement, si on avait affaire à toi, on pouvait... C'est un coup bas, ça. Hein. Comment? Ça, c'est un coup bas. C'est quelqu'un qui m'a soufflé ça dans l'oreillette. C'est un coup bas. Et donc, en gros, tu aurais une phobie des pigeons et que, finalement, si on avait un problème indifférent avec toi, il suffisait de venir avec des pigeons et que ça pouvait te mettre en fuite et que c'était ta kryptonite. Ouais, complètement. Ben, elle vient d'où, cette phobie? Elle est née, je pense, avec mon frère. Mais quand j'analyse, donc on m'a dit, ouais, mon frère, il me courait après avec des têtes de poule, tu vois. Ouais. Quand j'étais petit. Il est sympa, ton frère. Ouais, très sympa. Ouais. C'est l'amour vache, c'est l'amour à l'algérienne, tu vois. Ouais. Mais, du coup, j'avais déjà peur en amont. Donc, il y a un problème. J'ai essayé d'intellectualiser cet effet-là. Ça s'est aggravé quand j'étais petit, j'allais en famille d'accueil en Belgique. Et puis, on me forçait à aller dans les poulaillers. Je te parle de ça, j'avais 8-9 ans. Ok, très tôt exposé au volatile. Ouais. On me jetait dans les poulaillers pour aller chercher les œufs. Moi, je te parle de dinde camas, frérot. C'est des dinosaures. Voilà. Ça veut dire, frérot, c'était... Et puis, du coup, maintenant, c'est foutu, quoi. Mais maintenant, j'essaie de travailler ça. Par exemple, quand je vais dans les parcs publics ou je vais dans les boulangeries, souvent, il y a des pigeons, tu vois. Ouais. Je fais quoi? Je mets des miettes de pain à côté de moi et j'essaie de travailler. Ouais, tu t'exposes à la situation. Je m'expose à la situation parce que... C'est une très bonne méthode. Ouais, c'est une thérapie. Voilà. Et tiens, sans transition toujours, tu as des chiens, tu as des molosses. Ouais, j'ai 2 chiens. Et tu as fait l'acquisition de ces chiens-là dans quel contexte? C'était un besoin, un désir? Ma fille, c'était son rêve d'avoir un chien à la base.
Ouais. Quand j'étais à Dubaï, j'allais lui prendre un Shiba. Mais moi, je suis amoureux des bêtes depuis tout petit. L'hypersensibilité amène très généralement à quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. Moi, j'aime énormément les animaux. Je partage cette Mais vraiment, vision. genre, moi, genre, je communique avec les animaux. Bah, alors, est-ce que tu préfères les animaux ou les humains? Une question, ça aussi. Alors, cette question-là est une question piège. Pourquoi? Parce que ma religion m'a interdit de dire que je préfère les animaux aux humains. J'ai remixé animaux et humains. Animumain. Ah, c'est bien ça, retiens. Animumain. Animumain. Ça, c'est un apax. Apax. Voilà, c'est un mot comme ça qu'on crée. Apax. Voilà, un apax. Un animumain. Un animumain, j'aime bien. Un animumain. Tu peux la retenir, celle-là? On la retenir, celle-là. On la retient. Un animumain. Un animumain. Ouais. Donc, du coup, on n'a pas le droit de préférer les animaux aux humains parce que l'homme a été sacralisé par le Seigneur. Ok? Cependant, sur le plan pratique, c'est plus simple pour moi de coexister avec les animaux. Ouais. Ok. Ouais. Tu arrives à créer des liens, voilà. Très fort, Voilà. avec les chevaux et les chiens principalement. Donc, ils font partie de ta famille, Ben. Ah ouais, Clairement. complètement. Parce qu'on voit le lien que tu as sur les réseaux sociaux avec eux. C'est mes potos. Je me souviens d'une vidéo, même moi, elle m'avait fait vraiment rire. C'est quand ton chien il était tombé dans l'eau. Ouais, il est tombé dans un lac. Elle était extraordinaire, cette Ouais, vidéo. elle a fait, je crois, plus d'1 million de vues sur, Voilà, sur les extraordinaire. réseaux. Ouais. Et tu sais aussi également que dans le cas d'un stress post-traumatique sévère, les chiens ils sont utilisés, les chiens ou les animaux, pour créer du Exactement. lien et pour ramener les gens à une forme de réalité, voilà, où les gens pourraient se rééquilibrer sur le plan émotionnel. Et on s'en sert énormément des chiens. Une question, c'est quoi une TCC? Ça te parle? Je sais pas ce que c'est, mais je vais essayer de trouver par moi-même. Vas-y, vas-y. Trouble compulsif du comportement. Ah, t'es pas loin. La thérapie cognitivo-comportementale est une forme de traitement comportemental à court terme. Elle aide les personnes à résoudre leurs problèmes. Cette thérapie révèle également la relation entre les croyances, les pensées, les sentiments et les comportements qui en découlent. C'est-à-dire que c'est intimement lié, la pensée, les croyances sont intimement liées. Quand on génère une pensée, elle est liée à une croyance. Et dans le cas des phobies, par exemple, dans ton cas pour les pigeons, pour les gens qui ont peur de l'eau, et souvent, quand tu me parles d'hypersensibilité, les gens qui ont une hypersensibilité, ils sont en maîtrise de leur environnement, on va dire. Ils tendent à vouloir maîtriser leurs interactions, ils veulent que tout soit parfait, nickel, ils sont voilà. Mais chez eux, ça crée une anxiété énorme parce que ils sont incapables de tout contrôler. Et ça, c'est des ruminations incessantes. La TCC, elle travaille autour de cet aspect-là, c'est apprendre à se dire et à une forme de lâcher prise. Après, le perfectionnisme, il peut aussi permettre à des gens d'exceller parce que voilà, il faut être capable de dire que tout n'est pas parfait, même nous. Et les TCC, elles peuvent permettre justement, c'est des thérapies brèves qui soignent les phobies et plutôt que de rentrer dans un processus. J'ai fait ça, moi. Une TCC? Ouais, j'ai fait ça, mais sans savoir c'est quoi une TCC. Ok. Mais j'ai fait ça. Auprès d'un spécialiste? Non, pas du tout. Ok. Je fais rarement appel à des spécialistes. Ok, pourquoi? T'as peur de passer pour fou? Non, du tout. C'est que, non. Une fois, j'ai vu une psy, elle a pas décroché un mois, elle était bouche bée, elle me regardait, elle écoutait. Ok. À la finale, je dis, madame, est-ce que mon raisonnement, vous le trouvez déviant? Est-ce que vous le trouvez problématique? Est-ce que vous le trouvez incohérent? Elle m'a dit non. Elle était sur le cul. Parce que je lui ai sorti ma méthodologie de raisonnement. Ok. Sur n'importe quelle situation, j'opère. Elle n'a pas su quoi me répondre. Justement, la TCC, je l'ai fait de manière spirituelle, moi. Ok, très bien. Car on abordera ce sujet-là, justement. Car in fine, on maîtrise rien. Exactement. Nous ne sommes pas décisionnaires des choses, ni du rendu des choses. En fin de compte, on maîtrise pas. Il n'y a rien qui est dans nos mains. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est amener des causes qui vont amener, si Dieu le veut, un résultat. Mais on oublie la case Dieu qui va tamponner d'un sens ou dans un autre. Tu parles de manière générale, ce qui touche à toute la spiritualité, qu'elle soit chrétienne. Ouais, complètement. Voilà. Complètement, parce que si on arrive au monothéisme, c'est que c'est une finalité. Là, j'ai envie de te parler des réseaux sociaux. Quel regard portes-tu sur les réseaux sociaux en termes d'incidence sur le développement des individus pour construire leur identité? Alors, moi, pour ma part, mon idée à moi, c'est qu'à la base, les gens sont en quête d'identité. Ok, très bien. Dans un premier temps. Deuxième des choses, quand tu es en quête d'identité, du coup, tu t'ouvres à un maximum d'informations pour justement trouver à celle qui te correspond le mieux. Sauf que le problème, la mémoire grise, elle est vide. Tu vas absorber une multitude d'informations. Et principalement, ce qu'il y a en France, je précise bien en France, c'est la consommation rapide, du divertissement et ce qu'on appelle le nefs, ça veut dire le fort intérieur qui, lui, est poussé vers le mal. L'ego. On peut appeler ça, pour ceux qui ne comprennent Exactement. pas. Exactement. Donc tu vas avoir quoi? Tu vas être omnibulé par le sexe opposé, tu vas être en confrontation avec le sexe qui t'appartient. On a donc cette mouvance-là à l'heure actuelle où les gens n'ont plus du tout d'identité in fine. Les gens pensent, quand tu parles avec eux, pensent qu'ils ont un point de vue. C'est pas le leur. La majeure partie des gens ont un point de vue qui ne leur appartient pas. Très pertinent ce que tu dis là. Et il est téléchargé par qui? Il est téléchargé par la matrice.
Ah, j'apprécie la référence. La matrice, oui. Ouais. On a un écosystème qui doit de gré ou de force fonctionner. Et les gens disent, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Faux. Pourquoi derrière les téléphones, c'est quoi? C'est des IA qu'il y a? Non, c'est des gens comme toi et moi. Exactement. Le petit trou du cul qui envoie des messages toute la journée de haters, c'est un homme qui fait une femme, une personne physiquement présente, réelle. Bah, tu gardes ça en côté pour les haters, s'il y a une question justement sur ce sujet-là. Mais c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que... Les gens n'ont plus de liberté intellectuelle, c'est fini. Merci. Et les gens qui ont une liberté intellectuelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je dis pas que quelqu'un qui a une liberté intellectuelle est dans la vérité ou dans la raison. Non, à partir du moment où tu rentres pas dans cette pensée collective, exact, la pensée de masse. qui est la pensée de la masse et la pensée de la moutonnerie. L'uniformisation de la pensée. Exactement. Tu passeras pour un fou. C'est comme si la société, quand souvent des gens te parlent, on m'a dit, qu'on m'a dit, qu'il a dit, que... Voilà. Complètement, parce que regarde bien, moi je fais des lives, j'échange avec des gens, je débat avec des gens. Tu lui dis, mais tu sors ça d'où, cette pensée-là? Dis, je pense que... Une pensée ne peut pas naître. C'est comme quand quelqu'un te pose une question, tu lui dis, pourquoi tu poses cette question? Il dit comme ça. L'humain ne fais jamais rien pour rien. Quand tu te lèves le matin et tu sors dans la rue, tu vas marcher, tu sais où tu vas aller. Ça n'existe pas. Tu me dis je marche, mais je sais pas où je vais finir. Non, ça n'existe pas. On est rentré dans une automatisation des schémas de réponse qui est devenue pour moi, dans ce qu'on avait nommé juste précédemment. T'imagines quelle violence je subis quand on me dit ça? Ouais, je pose cette question comme ça. Quel est le mobile, la fin, l'objectif. Il y a Carl Jung qui a parlé du persona. C'est quelque chose qu'on se construit au travers de l'éducation, de l'environnement. Et à l'âge de 40 ans environ, on crée ce qu'on appelle l'individuation. On arrive parfois, et c'est un besoin justement, on parle de questions existentielles et autres. Et finalement, on se dit que pendant des années, on a vécu à travers le regard des autres, on s'est défini une personnalité, mais finalement, soit on meurt en étant défini par les autres, ou à un moment, on choisit cette individuation. Je pense que moi, je t'observe depuis un certain temps. Je t'ai connu il y a très longtemps. Et j'ai observé justement cette élévation et ce désir ardent de t'extraire de cette condition initiale, on va dire défavorable. Tu as vécu et tu t'es établi au sein du prolétariat. C'est très dur. Je définis cet environnement comme étant un enfer intellectuel parce que tout de suite, quand on tente de s'extraire de là, on est renvoyé à la morale collective, la masse. On sort des sentiers battus. C'est très difficile et ça renvoie à l'abandon. Abandonner son environnement pour essayer de tracer son chemin. On tente de s'extraire et faut pas cesser de chercher à s'élever. Voilà mon avis sur ton avis. Un autre sujet, tu fais beaucoup de sport. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la bigorexie? Pas du tout. La bigorexie, c'est une addiction au sport. Une manière de masquer un trouble. Parce qu'il y a une addiction. Bien sûr, une addiction ne naît pas comme ça par envie. Je pense qu'une addiction, elle naît pour atténuer quelque chose. Ça peut être l'anxiété, mais ça peut être aussi un vide tout simplement. Exactement. L'esprit a horreur du vide. Et de manière générale, le fitness, il a connu un essor considérable depuis l'avènement des réseaux sociaux. Je pense, pour ma part, qu'il y a énormément de personnes souffrantes dans les salles de sport. On voit aussi au travers des interactions dans les salles de sport où il y a beaucoup d'agressivité, ne serait-ce que pour accéder à une machine, la courtoisie, pas de sourire, où chacun est focus et très individualiste dans sa manière de pratiquer le sport. Alors, les salles de sport, c'est un sujet parce qu'en fait, ton sujet, on parle de gym. Il y a vraiment beaucoup de gens touchés dans les salles de muscu. Toucher, j'aime beaucoup ce mot, toucher. Qu'est-ce que tu entends par toucher? Les salles de muscu, à la base, la musculation était un sport de bouffon à la base. Ça naît de ça. C'était des mecs qui n'avaient pas spécialement le courage d'affronter le monde hostile de l'extérieur, dans la vie quotidienne, l'école, le travail, etc. Donc, ils allaient vider leur sac de frustration dans des poids qui va faire gonfler leur physique, créer un semblant d'assurance, de sécurité, et voilà, ça va les sécuriser. Et après, on a eu donc l'arrivée des réseaux sociaux qui vient coupler avec le fait de toujours vivre pour le regard de l'autre. Les gens pensent comme les autres, mais les gens veulent plaire que aux autres. J'ai toujours dit, si le monde était aveugle, tout le monde sortirait à poil. Ouais, non, moi je me maquille, je m'habille comme ça pour moi-même. Pourquoi tu le fais pas chez toi? Et nous sommes tous concernés par cela. Exact. L'habillement, mon physique, c'est la première information que je vais donner à mon prochain. Il y a quelqu'un de sage qui avait dit une fois, être gros, c'est définir ses péchés alors qu'on ne se connaît pas. Si je rencontre Kamel, mince, etc., bon, comme ça, sans parler avec lui, sans échanger avec lui, je peux pas le jauger. Toi, par exemple, je sais que tu mets des lunettes bien précises. Ok, donc je peux commencer à faire une définition sur ta personnalité. Okay. Donc, c'est ce que tu renvoies, c'est ce que tu veux me renvoyer. C'est intéressant par rapport à la lunette. Comment toi, tu l'aperçois? Selon le style de lunettes, c'est ce que tu veux renvoyer comme information automatiquement. Je peux te faire une confidence concernant le port de lunettes. Avant, je portais pas de lunettes et j'ai une hypersensibilité à la lumière.
Ok. J'ai l'impression d'être surstimulé par la lumière. Mhm. En dehors de ça, c'est une manière aussi de me prémunir Oui. d'une interaction visuelle. Oui, je sais. C'est-à-dire que C'est pour ça parfois, qu'elles sont un peu teintées, tes lunettes. voilà, dans un environnement, Ça te permet de mettre une barrière avec les gens. voilà, c'est une manière de dire, voilà, c'est moi qui décide quand j'ai envie d'interagir. Ouais. Et non pas les gens qui Ouais. pourraient dire, oui, tu m'as regardé de travers, tu connais, hein, dans la banlieue, c'est ils me regardent, pourquoi tu me regardes? C'est souvent ces schémas-là. Donc pour éviter les confrontations comme ça inutiles, eh ben j'ai mis les lunettes hein, et ça a fonctionné très très vite. Pour revenir sur le sujet, dans les salles de sport, il y a vraiment beaucoup de cas qui sont dans le paradoxe intellectuel et vraiment, ça relève de la psychiatrie. Je te fais une autre confidence. J'ai rencontré lors d'une sortie à Paris un psychiatre de manière fortuite. On a échangé. Et il me disait qu'en 2050, il y aurait un triplement de la démence. La société rend dément. Au bout d'un moment, frérot, quand ton cerveau, il capte qu'en fin de compte, t'es que sur des prismes qui ne t'appartiennent pas. La démence, c'est quoi? À partir du moment où tu raisonnes plus, tu la perds la raison tôt ou tard. Quand t'as passé 30 ans de ta vie à t'identifier à Pierre-Paul Jacques et qui ne te correspond pas réellement, que tu n'es pas, bien sûr, tu pètes un câble. Il y a 4 jours, j'ai vu un mec avec un short de cyclisme, moule bite, excusez-moi le terme, avec des chaussettes montantes, avec des baskets de running, le mec est en train de faire les pecs. Tu vois bien qu'il y a un pec quand même à faire ça. Comme les meufs là qui sont là en legging avec une couture au milieu des fesses. Et que quand ton regard croise le sien, tu regardes de travers, genre, qu'est-ce que tu reluques là? Mais en fait, ton squat, il va pas être de meilleure qualité avec ta couture ou sans. C'est un sujet intéressant aussi sur cet aspect-là. Hein. Filles, gars, dans les salles de sport, etc. Il y a une forme pour moi d'hypocrisie. L'homme, de manière biologique, il réagit à des stimuli. Et c'est des stimuli qui sont visuels. Si, par exemple, je dépose une grosse liasse de billets, etc., on me la dérobe. À un moment, j'ai tenté le voleur. Je me suis exposé à ça. Donc, on surstimule les hommes au travers des réseaux sociaux. Est-ce que je vais être capable de susciter l'intérêt des hommes sans être dérangé par leurs sollicitations? Ouais, tu vois, en fait, c'est du sadisme. Cet équilibre. Ouais, c'est du sadisme. On est d'accord. C'est du sadisme. C'est, je te montre la pomme, mais tu la touches pas. Si tu as envie de la manger, t'as un problème. Je t'ai vu, maintenant, tu as lancé des lives qui tournent autour un petit peu, on va dire, de la santé mentale, où tu accueilles des femmes qui se confient sur leur parcours de vie, etc. On avait échangé sur le fait que finalement, plutôt que de déprécier ces femmes, tu as entrepris un travail différent, c'est les comprendre. Qu'est-ce qui avait créé ces dérives par rapport à ces excès? C'est ce que je dis toujours, quand on veut éteindre un incendie, les pompiers attaquent à la source. Le problème, c'est que les gens ne font plus attention à l'effet de causalité. Un exemple, tu m'insultes, je te frappe, c'est pas bien de te frapper, mais je t'ai frappé parce que tu m'as insulté. Non, les gens vont dire, il m'a insulté. Ils vont se réduire à ça. Ou bien, donc, la problématique que je rencontre dans mes lives avec les femmes, c'est mon mari, il est injuste envers moi, il m'a maltraité. C'est une réalité. On prend ça, on isole. Ok, tu rembobines. Tu l'as rencontré où ton mari? Dans une chicha. Ah ouais? T'étais habillé comment? Mini-jupe. Ok, d'accord. Et t'es quelle heure? 2h du matin. Ok, attends, ton père, il t'a laissé sortir? Moi, mon père, je vis plus avec lui depuis que j'ai 18 ans. Pourquoi? Parce qu'il m'a grillé avec des mecs à l'hôtel. J'extrapole. Ok, donc du coup, il t'a dit de revenir et de rentrer à la maison, tu lui as dit non. Ok, d'accord. Schématisation. La source, c'est quoi? Le problème, c'est que il vient du début. La cassure paternelle qui amène une rébellion successive, dérapage sur dérapage sur dérapage. Et la finalité, elle est au début. Les gens, ils isolent trop les trucs, tu vois. Je te rejoins sur cet aspect-là aussi, quand on parlait de l'identité. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se définissent, ils choisissent une identité parmi celles qui semblent plus leur correspondre. Genre, en gros, moi, je suis ça. Moi, je suis ça. Moi, je suis ça. Ils se cristallisent et finalement, toute leur vie, ils jouent un personnage. Ouais. Parce qu'ils se sont dit, ah, ça me plaît d'être comme ça. Et la démence va venir à la finale. Exactement. La démence ou la dépression, parce qu'en fin de compte, moi, j'ai connu, dans mon cercle intime, des gens qui ont fait un pétage de plomb du jour au lendemain. Pourquoi? Qui se sont rendus compte qu'en fin de compte, ils vivaient une vie qui n'était pas la leur. On a ce qui conduit à un effondrement. Effondrement total. Voilà, sur tous les Donc plans. là, tu as deux choix. Soit tu te reprends et tu vas de l'avant, ou soit tu finis mal. Mais c'est très dur quand tu dis on se reprend, mais sans ressources intellectuelles, il est impossible de se reprendre. Alors pour toi, la foi améliore la santé mentale. Complètement. Parce que tu donnes des réponses à tes questions. Tu trouves une solution à l'effet de causalité. Et in fine, quand tu comprends qu'il n'y a rien dans tes mains, qu'en fait tu es décisionnaire de rien du tout, que tu n'es juste une cause à un résultat qui est incertain, tu t'en remets à Dieu et tout ce qui t'arrive, tu lui dis bienvenue. Ok, la résilience. La résilience. Voilà. La résilience dans tout. Quand tu es dans la résilience et le fait d'être détaché de ce bas monde, que tu acceptes ton état, ta finalité, la mort. Exactement. Ouais. Donc, en fait, tu n'as plus de problème d'anxiété, tu n'as plus de problème de dépression, tu n'as plus de blues, tu n'as plus de burn-out. Donc, toi, tu n'as pas peur de mourir? Non, du tout. Absolument pas. Non.
Non, j'ai peur dans un certain prisme qui n'est pas celui de tout le monde. D'être puni. Ouais, voilà, c'est d'avoir affaire à mes responsabilités face à celui qui possède tout. On a tous nui à autrui de manière directe ou indirecte. Et on ne rentre pas avec nos actions au paradis. On rentre avec uniquement la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Est-ce que tes enfants, ils sont vraiment reconnaissants envers toi? Moi, par exemple, je suis papa. Si tu prends de manière factuelle, ma fille n'est jamais à la hauteur de ce que moi j'attendais en termes de reconnaissance. Jamais, elle ne le sera jamais. Pourquoi? Parce que je lui donne quelque chose qu'elle ne peut pas quantifier, qui est l'inquiétude à chaque instant. Alors imagine-toi ce que le Créateur attend de nous et penses-tu qu'on lui rendons à la juste mesure ce qu'il nous donne? La vue, l'ouïe, la capacité physique, la richesse, le fait d'être logé, etc., etc., etc. C'est inquantifiable. Donc, à partir du moment où c'est inquantifiable, on ne peut pas s'en rendre compte, on ne peut pas donc rendre à la juste mesure. Tu t'inquiètes. Quand bien même tu mourrais avant d'avoir atteint ton objectif, ton idéal, en termes de spiritualité, tu étais sur ce chemin-là. On est d'accord. C'est pour ça que je te dis que... Mais l'humilité fait que, quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais à l'aise devant ton juge. Dernière question. H-coaching, harcèlement et résilience. Le harcèlement sur les réseaux sociaux, les brimades, la dépréciation que tu subis, souvent injustement, affecte-t-elle parfois ton état d'esprit? Est-ce qu'un jour tu t'es dit, je vais tout arrêter? Bien sûr, totalement. Plus d'une fois. Plus d'une fois, ça a été une cause de soucis dans mon intimité, dans ma vie privée. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas qui je suis, d'où je viens, quel a été mon parcours de vie, quelles a été mes expériences de vie. Tes difficultés. Mes difficultés, mais surtout comment moi, à la base, j'aborde les problèmes. C'est pas ce que je fais aujourd'hui. Là, ce que je fais, c'est un travail différent. J'aborde la vie de manière différente, mais de base, je suis pas dans l'acceptation du négatif. Moi, à la base, quand on me fait du mal, je réplique tout de suite. Action, réaction. Il n'y a pas d'inactivité. Et la religion, justement, le fait de se dire... Elle t'invite à la tempérance. À la tempérance, Moi, j'observe vraiment, sincèrement, que tu as vachement évolué. Il y a une maîtrise, il y a une meilleure maîtrise. Et, une meilleure maîtrise, et si c'est pas encore la bonne, si c'est grâce à la spiritualité, j'encourage les gens justement à s'y intéresser. Uniquement. Elle apprend le contentement. Le contentement, la qana'a. C'est se satisfaire de ce que l'on a. Celui qui dit Alhamdoulilah sincèrement, il ne s'offusque de rien. Tu sais quoi, moi je t'ai ramené un petit cadeau parce que le premier mot que Dieu a révélé dans la tradition musulmane, c'est Iqra. Lis. Donc là, je t'offre un livre qui s'appelle Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. C'est une dystopie. Je vais pas te le spoil, mais il est super intéressant et ça tourne autour de toutes ces thématiques-là, la société, la santé mentale, la définition par les autres. Et je pense que tu vas avaler ça, c'est rapide ça. Donc 10 par 10. Donc ça, c'est mon cadeau. Ça me fait plaisir. Et si tu as un petit mot de la fin pour essayer de soigner par les mots. Le meilleur conseil que je peux donner aux gens qui regardent cette vidéo, c'est le suivant. Accepter la vérité, c'est se faire justice à soi-même d'abord. Tout ça réside dans une seule chose, l'honnêteté. Plus tu seras honnête envers toi-même, une fois que tu auras fait le travail, tu pourras donc être honnête avec les gens. La seule satisfaction que tu as dans ce bas monde, c'est de te dire, est-ce que j'ai mené une vie honnête? Merci, H-Coaching. Je t'en prie. Plaisir pour moi. On se refera une petite séance d'incubation pour faire germer les idées. C'est bon. Voilà. Avec plaisir. Force à vous. Salam alaikum.